Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Alors, bienvenue tout le monde dans nos podcasts, le CRFMV en jazz. C'est Marie-Josée Lonval et moi, j'ai comme mission de faire découvrir les services offerts au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Et j'ai aussi le grand plaisir à discuter, à partager des bons moments avec la merveilleuse équipe du CRFMV. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, peut-être que vous n'avez pas entendu notre podcast, mais c'est important de le rappeler, puis on est tellement fiers en même temps. On peut avoir des statistiques avec nos diffusions, nos téléchargements de podcasts, et c'est encore une fois avec beaucoup de fierté que je peux vous dire que notre podcast, le CRFMV en jazz, est écouté au Canada, bien entendu, mais aussi aux États-Unis et également en Belgique. Alors, c'est un plaisir de vous savoir tous là. Alors, d'où que vous soyez sur la planète Terre et peut-être même ailleurs, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Cette semaine, c'est un peu spécial. Je vous parle de l'équipe du CRFMV, mais là, on sort un peu de notre centre habituel et on va se rendre sur la base militaire de Valcartier. On a un invité spécial aujourd'hui, puis je vous dirais que c'est avec beaucoup de joie et de questionnement aussi que je reçois le Major Jocelyn Roy. Major, bonjour. Bonjour, Mme Lonval. Merci d'avoir accepté notre invitation, Major. Ah, ça me fait plaisir. Major, je suis très peu habituée à la vie militaire. Pardonnez-moi d'avance si je commets des erreurs en nommant, si vous voulez, les unités, tout ça. Ça se peut que ça arrive. Mais comme on est dans une discussion plutôt informelle, je me demandais comment je dois vous appeler. Si par exemple, je vous relance pour une question, puis je vous dis, est-ce que je dis « Monsieur » ? Est-ce que je dis « Major » ? Comment je vous interpelle? Monsieur, Major, Jocelyn, c'est vraiment de la manière que vous êtes le plus confortable. Donc, on reste dans la politesse, si je m'exprime ainsi, puis c'est correct. Oui, c'est parfait. Est-ce que vous voulez décliner votre poste, s'il vous plaît, Major? Oui, fait que présentement, je suis commandant de la compagnie B au 2e bataillon Royal 22e Régiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos fonctions, ce que vous faites exactement, combien de personnes sont sous vos ordres? OK, fait que présentement, la compagnie B, là, c'est une sous-unité de 132 soldats. On est une compagnie d'infanterie mécanisée, donc on travaille principalement avec le VBL-6, là, qui est notre véhicule principal. Et puis, on est présentement là, en montée en puissance là, pour un déploiement éventuel sur Réassurance en Lettonie. Quand on dit une montée en puissance, moi j'ai appris ça dernièrement, c'est les préparatifs, c'est qu'imminemment il va y avoir quelque chose, il y a un déploiement. Une montée en puissance, c'est la préparation vers ce déploiement-là. Ça consiste à quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Donc, l'entraînement qu'on exécute va tout le temps augmenter de niveau. C'est-à-dire qu'on fait de l'entraînement individuel, on fait de l'entraînement collectif. Puis, l'entraînement collectif inclut toujours de plus en plus de gens jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau de validation qui nous est demandé par le théâtre. Fait que dans ce cas-ci, on nous demande de nous déployer en compagnie. Et d'ailleurs, dans l'exercice de la fin de semaine passée, nous avons été validés et puis on est certifié là, prêt à partir là, en Lettonie. J'ai travaillé longtemps dans les communications, puis c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance d'interviewer quelqu'un qui est haut gradé dans l'armée. Donc, on va entrer un peu dans votre parcours. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous êtes devenu major, comprenez-vous? Donc, on va commencer au départ. Major Roy, vous avez grandi dans quelle ville? Vous êtes de où? Okay. Moi, je viens de la petite municipalité de Cantley. C'est une petite ville là, dans l'Outaouais. Je suis enfant unique et puis je suis le premier militaire de ma famille. Donc, moi, à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai fini le secondaire, comme à peu près la plupart des jeunes de 16 ans, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais m'en aller avec ma vie. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au cégep en génie civil. Puis, en même temps, j'ai décidé de joindre la réserve. Donc, je suis devenu soldat au régiment de Hull en 2004. Et puis, c'est ça qui m'a permis un peu de tâter le terrain là, puis de savoir si la vie militaire, c'était pour moi. Je me suis rapidement rendu compte là, que plus l'armée m'en donnait, plus j'en demandais. Donc, c'est là qu'après 2 ans, là, j'ai décidé de m'inscrire au Collège militaire royal du Canada. Et puis, en 2006, je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 1 an. Puis, j'ai fini mon bac à Kingston 3 ans plus tard. Donc, si vous étiez à Saint-Jean, c'est que vos études ont été dans le cadre de l'armée canadienne. Les forces armées
était votre pourvoyeur, là, si vous voulez, pendant que vous étiez étudiant. Oui, c'est ça. Fait que les études que j'ai faites au cégep m'ont permis d'accélérer un petit peu là, mes études au collège militaire. Mais pour faire une histoire courte, là, effectivement, j'ai fait un bac en études militaires stratégiques. Puis ça m'a permis d'obtenir là, ma commission d'officier là, en 2010. Et toujours dans l'idée de savoir comment on part, on est soldat, ben en fait, on est dans la réserve dans votre situation, on devient soldat, on devient à temps plein. Comment on devient major? Vous avez eu des cours, vous avez eu des formations. Comment ça se passe? Oui, fait que la formation de base d'un officier a tendance à changer là, à intervalles là, relativement réguliers là, à travers les années. Lorsque moi je l'ai fait, c'est à travers 4 phases. Fait que la phase 1, qui était la phase plus générale là, à Saint-Jean, ça, c'était tout métier et tout élément confondu. Par la suite, la phase 2, qui est seulement l'armée de terre, qui s'est faite à Valcartier pendant un été de temps également. La phase 3 et 4, là, on rentre dans un métier spécifique. Fait que dans ce cas-là, c'était le cours de commandant de peloton d'infanterie démonté. Fait que c'est à pied seulement. Ça se passait à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Et puis, finalement, la phase 4, qui est la même chose, sauf qu'on va chercher plus le côté mécanisé. Donc, moi, j'ai fait la phase 3 et 4 back-to-back là, en 2010. Et puis, ça m'a permis d'être muté au 3e bataillon du Royal 22e Régiment. Donc, ça, c'était la formation de base. Par la suite, à travers la carrière, il y a différents cours qui sont offerts. Par exemple, ATOC puis EOC, qui sont donnés respectivement là, à Gagetown puis à Kingston. Ça nous permet là, d'obtenir des postes de plus haute responsabilité là, au grade de capitaine. Et puis, finalement, j'ai eu la chance de faire le cours de commandant d'équipe de combat, également à Gagetown. Et puis, ça, je dois dire, là, c'est le cours le plus intéressant, le plus dynamique que j'ai eu la chance de faire là, dans ma carrière. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était supporté par, justement, le 2e bataillon du Royal 22e Régiment. C'est là qu'on nous enseigne à commander une compagnie d'infanterie supportée par des chars, des ingénieurs, de l'artillerie. Fait que c'est vraiment un cours qui est rapide, qui est dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est vraiment très stimulant et intéressant là, pour nous autres. Fait que ça m'a permis d'atteindre puis de rassembler là, les connaissances que j'ai de besoin pour, en ce moment, faire mon travail, puis me préparer à me déployer en Lettonie comme commandant de compagnie. Quand vous parlez de la Lettonie, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pardonnez mon ignorance, là, savoir sur l'échiquier mondial ce qui se passe en ce moment en Lettonie, mais qu'est-ce qui justifie le déploiement auquel vous vous préparez en ce moment? Donc, le théâtre en Lettonie est quelque chose d'assez particulier. Les pays qui entourent la Russie se trouvent dans une situation géopolitique assez particulière. Puis, étant donné là, les agressions qu'il y a eu en Ukraine puis en Géorgie dans les dernières années, l'OTAN vise à avoir une présence là, dans ces pays-là afin de dissuader toute agression là, d'une puissance extérieure. Donc, l'OTAN étant présente, ça vient tenter là, de dissuader là, un agresseur extérieur de vouloir attaquer ce pays-là. Donc, notre tâche, notre rôle là-bas, c'est simplement d'être présent puis de supporter nos alliés. Donc, il y a d'autres pays que le Canada qui vont se présenter là-bas, j'imagine? Oui, fait qu'on fait partie d'une coalition multinationale. Le Battle Group, en français, c'est un groupement tactique. Donc, le groupement tactique multinational comporte là, de nombreux pays, là, incluant l'Espagne, l'Italie, le Canada, et j'en passe là. Et puis, ça vient se coordonner ensemble pour faire une présence de l'OTAN en Lettonie. Puis, il y a d'autres groupements tactiques comme ça dans les autres pays baltes ainsi qu'en Pologne. OK. Je ne veux pas compliquer les choses, mais en tant que personne confinée, qui vit dans un pays où est-ce qu'on a des couvre-feux, j'aimerais savoir, avec la COVID, qui n'est pas présente uniquement au Canada, comment vous allez vous débrouiller là-bas pour respecter les consignes ou comment vous allez faire ça? Ben, ça va être difficile pour moi de
de vous parler précisément là, de comment est-ce que ça se passe là-bas, parce que j'y ai pas encore mis les pieds. Cependant, là, je peux vous parler de qu'est-ce qu'on fait là, ici pour s'entraîner avec le plus haut niveau de sécurité possible. Évidemment, on a tronqué là, tout l'entraînement qui était non essentiel. On associe vraiment là, le besoin de s'entraîner avec une mission spécifique puis un mandat opérationnel. Ensuite de ça, les règles sanitaires qu'on met en place sont essentiellement les mêmes, sinon très près là, de ce qu'on observe en garnison. Donc, en tout temps, dans les véhicules de combat, même au sol, on porte un masque, on favorise la distanciation, on se lave les mains le plus souvent possible. L'hiver, on ne va pas dormir là, dans une tente là, de 10 personnes. Donc, on évite là, au maximum là, la propagation de la COVID. Cependant, on a des entraînements spécifiques qu'il faut atteindre afin d'être validé puis être déployé. Donc, si on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. C'est juste qu'on a éliminé là, tout ce qui est superflu puis on focus sur ce qui est essentiel. Donc, tout ce qui avait à être préparé par rapport à la pandémie, c'est déjà installé et c'est déjà fait. Oui, c'est ça. Fait que la fin de semaine dernière, la compagnie a été validée pour pouvoir se déployer en Lettonie. On a vraiment tout mis ce qui était en notre pouvoir là, de mettre en place là, pour permettre une validation adéquate. Là. Fait que la compagnie est prête à se déployer. Des invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jase, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. Un événement festif et interactif qui fera sa marque. Place à la 10e criée de la Fondation du Centre de la famille Valcartier le samedi 16 octobre prochain. Une criée novatrice et créative qui vous fera vivre une expérience dans le confort de votre foyer. Vous ne voudrez pas manquer notre populaire encamp qui sera présenté de façon virtuelle. Une belle occasion de saluer le leadership des familles de nos militaires. La 10e criée de la Fondation du Centre de la famille Valcartier le 16 octobre. Mettez la date à votre agenda. Plus de détails via les pages LinkedIn et Facebook de la Fondation du Centre de la famille Valcartier. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Major Jocelyn-Roy, c'est fascinant de vous entendre parler de votre parcours et de ce que vous allez faire aussi. Si vous me permettez, je vais rembobiner un petit peu puis retourner. Par exemple, quand vous avez eu votre cours, que vous avez monté en grade dans l'armée, je voudrais savoir, étant donné que moi, je représente le centre de la famille, par rapport à votre parcours tout à l'heure, quand vous avez monté en grade, à quel moment vous avez fondé votre famille? Okay. J'ai rencontré ma conjointe en 2008. C'était par accident là, sur un camp de cadets alors que j'y travaillais là, pour une partie de l'été. Je l'ai demandé en mariage 4 jours avant de partir en Afghanistan. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas d'enfants, puis on faisait juste se voir comme copain-copine. À mon retour d'Afghanistan, on s'est mariés. Et puis, immédiatement, on a commencé à avoir nos enfants. Fait que présentement, on a 3 enfants. Sont tous nés entre 2014 et 2018. Et étiez-vous au Québec à ce moment-là quand les enfants sont arrivés? Non. Donc, tout de suite après mon retour d'Afghanistan, on a été muté à la base de Wainwright. Et puis, c'est de là que ma conjointe vient d'Alberta. Fait que c'était une mutation qui était parfaite pour nous autres. Ça lui permettait d'avoir sa carrière dans sa langue maternelle. Moi, ça me permettait de poursuivre ma carrière. Puis, franchement, on a adoré le rythme de vie de la petite ville de l'Ouest. Là. Maintenant, je voudrais savoir, en tant que famille et en tant que famille militaire, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de faire appel à votre centre de la famille? Parce que moi, je représente le centre de la famille Valcartier, mais il y en a partout au Canada, donc d'un océan à l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti, regardez, on a ces possibilités-là, on a cette boîte à outils-là qui nous est proposée en tant que militaire, allons chercher de l'aide. Est-ce que ça vous est arrivé? Depuis mon premier déploiement en Afghanistan, là, j'en ai un deuxième qui s'en vient, je dirais que le centre de la famille, là, c'est définitivement une boîte à outils là, à laquelle j'ai eu besoin. Le problème, c'est que lors de mon premier déploiement, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Puis franchement, même avant de se déployer en Afghanistan, on a trouvé l'habitation à Québec beaucoup plus difficile parce qu'on n'était pas vraiment au courant là, des services là, qui étaient offerts.
là, on était muté à Wainwright. Quand on est revenu ici, on était beaucoup plus au courant puis au fait là, de ce que le centre de la famille pouvait nous apporter. Et puis, honnêtement, même si on avait plus d'enfants, on a trouvé la mutation beaucoup plus facile là, entre 2016 et aujourd'hui. Là. Mutation, déménagement, se réinstaller dans un nouvel endroit, c'est à ce moment-là que le centre de la famille vous a aidé? Oui, donc ma conjointe est anglophone. Lorsqu'on arrive au Québec, c'est un système qui est complètement différent du restant du Canada. Puis, arrivé comme ça, on n'a pas souvent là, toute l'information qu'on a de besoin, puis toute la compréhension de comment est-ce que le Québec fonctionne, surtout comme famille. Lorsque je suis au cégep, fonder une famille, c'est à peu près la dernière chose à laquelle je pensais. Puis, il y a beaucoup de choses comme le système de santé, d'éducation, puis tout ça, que finalement, ben, pour des enfants, c'est pas de quoi que j'étais vraiment renseigné. Donc là, on arrivait au Québec avec une anglophone. On avait beaucoup de défis, puis franchement, là, avoir su que le centre de la famille était là, puis il y avait toutes ces ressources-là, on aurait trouvé ça beaucoup plus facile. À notre deuxième mutation à Québec, là, on était au fait de ce que le centre de la famille pouvait offrir. Puis, entre autres, je pense qu'est-ce qui a le plus aidé notre famille, là, c'est toutes les activités sociales, c'est toutes les connexions qui se font. À partir du centre de la famille. On dirait que c'est un centre nerveux où des gens qui ont des besoins similaires se rencontrent et s'entraident. Ma conjointe dit tout le temps que le réseau des conjointes militaires anglophones est très, très fort parce que c'est tous des gens qui viennent des autres provinces canadiennes qui ont des besoins similaires puis des questions similaires par rapport au fonctionnement du Québec. Mais savez-vous, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous disiez, moi, avoir su que le centre de la famille existait avant mon départ en Afghanistan, j'ai comme l'impression que certaines personnes ont un a priori en se disant, ben, c'est pour ceux qui ont des enfants. C'est pas pour moi, je suis militaire, j'ai ma blonde, c'est tout. Je pense que ça va être important de démystifier que le centre de la famille peut donner un coup de main à un soldat qui va être muté, même s'il a sa blonde depuis 2 ans puis qu'ils ne sont pas mariés, par exemple. Les services principaux là, auxquels on a pris avantage lors de notre deuxième mutation, puis un petit peu pendant la première, mais ça a pris du temps. Lorsque j'étais déployé, bien évidemment, l'envoi de colis pour le personnel déployé, ça se fait à partir du centre de la famille. C'est une ressource qui est franchement là, incroyable parce que lorsqu'on est déployé, ça nous rappelle un petit peu la maison, puis ça permet d'avoir constamment des petits cadeaux, puis des petits objets, de la nourriture, puis tout ça là, que les militaires vont apprécier là, en déploiement. Fait que ça rend le déploiement plus facile. Également, dans le cas de ma conjointe, l'aide pour monter un CV pour l'embauche. Ça, c'est un service là, qui l'a grandement aidé. Alors, étant policière dans la GRC, anglophone, il y a un peu moins d'ouverture là, au Québec là, par rapport à ce type d'emploi-là. Donc, elle s'est trouvé là, un autre travail là, en attendant. Puis, c'est vraiment le centre de la famille qui l'a aidé à monter son CV et puis faire les corrections, traduire, ainsi de suite. Puis ça, c'est un service que franchement, on ne savait pas qu'il y avait lors de notre première mutation. Et puis, ça nous aurait beaucoup aidé là, si on avait fait nous-mêmes un peu plus de recherche ou si on avait été un petit peu plus à l'écoute. Également, toutes les activités sociales, comme les barbecues de bienvenue. Bon, là, on retourne un petit peu dans les familles, là, toutes les séances que les enfants peuvent se rencontrer puis jouer, puis les parents prendre un café ensemble. Ça, c'est toutes des outils qui sont mis à la disposition des familles de militaires. Puis ça permet d'un peu de briser l'isolement, non pas dans le sens pandémique du terme, là, mais l'isolement d'une nouvelle famille qui arrive dans la région. On ne connaît pas personne, parfois on ne parle pas la langue. Puis ça, franchement, là, ça a aidé beaucoup là, ma famille, là, entre autres. Avec l'évolution des ressources, il y a toutes sortes de ficelles qu'on peut tirer, dans le fond, pour obtenir de l'aide dans la vie en général. Avec toutes les informations qui nous passent sous les yeux, 1 million de fois par jour, est-ce que vous pensez que les jeunes militaires, ça passe un peu en dessous du radar, ce qu'ils ont à la portée de leurs mains? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont autour d'eux tout ça, toutes ces offres-là, tout ce dont vous nous avez parlé qui vous aurait tant aidé si vous l'aviez su à un moment approprié dans votre vie? Oui, je pense que le travail de communication, c'est quelque chose qui doit être constant. Fait que je pense pas qu'il y a une affiche ou un site web ou une publication Facebook qui peut régler ce problème-là, mais c'est quelque chose qui doit être constant, puis on doit constamment rappeler
les services qui sont offerts. On ne sait pas ce qu'on manque, et puis c'est plus on en parle, puis plus qu'on va utiliser de médiums de communication, qu'on a de chance là, d'atteindre là, tous les soldats. Je pense que je peux m'inclure dans le groupe de personnes qui, lorsque j'étais dans ma vingtaine, je me disais justement, le centre de la famille, ben j'ai pas de famille, fait que c'est pas pour moi. Et puis, ça me donnait même pas envie de regarder dans cette direction-là, ne sachant pas ce que je manquais. Le conseil que je pourrais donner là, à tout militaire, là, de peu importe l'âge ou la période qu'ils sont dans leur vie, c'est de poser des questions. Dans le fond, c'est de venir cogner à la porte du centre de la famille et simplement de demander ce qui est à leur disposition. Par expérience personnelle, nous autres, on a trouvé que si le service n'était pas offert, il allait avoir quelqu'un qui allait au moins nous orienter dans la bonne direction là, pour trouver solution à notre situation. Quand vous disiez, un peu comme la réflexion que j'avais, le centre de la famille, ça égale, j'ai pas d'enfant, c'est pas pour moi. Dernièrement, on a fait une espèce de refonte, d'expliquer comme il faut à qui on s'adresse. Évidemment, c'est à la communauté militaire, ça c'est sûr. Évidemment, c'est aux vétérans aussi. Les vétérans, c'est pas juste le 5 ans après qu'ils aient été libérés ou qu'ils soient devenus vétérans à cause qu'ils ont pris leur retraite, c'est à vie. Leur famille, c'est les enfants, c'est la conjointe, le conjoint. C'est les parents aussi. Tout ce qui est de la famille pour vous, c'est de la famille pour nous autres aussi. Si vous avez été élevé par votre tante, si votre meilleur ami se fait du souci pour vous, c'est quelqu'un qu'on va recevoir, accueillir puis outiller avec grand plaisir. Puis je compte un peu sur vous aussi, Major, pour répandre la bonne nouvelle dans vos troupes aussi, puis nous faire une petite promo, puis parler de nous autres pour que votre gang soit bien au courant de ce qui se passe avec nous autres. Oui, certainement. Puis la perspective qu'on a dans l'équipe de commandement de la compagnie B, c'est que la famille, c'est le terrain vital. La famille, c'est ce qui nous permet de retourner au travail le lendemain. Si ça va pas bien à la maison, on n'est pas focusé sur le travail, on n'apprécie pas notre travail, puis ça devient tout le temps des forces qui s'opposent plutôt que des forces qui se supportent. Donc, évidemment, pour moi, un soldat qui a des problèmes familiaux, qui a besoin d'aide, c'est facile pour moi de l'orienter vers le centre de la famille parce que j'ai eu une expérience positive. Mais définitivement, c'est le travail de tous et chacun de partager cette nouvelle-là puis de partager les ressources là, qui sont disponibles là, au profit des familles des militaires. Je pense qu'on a un style de vie qu'on a choisi, mais qui est particulier puis qui nous apporte là, des défis propres à notre profession. Et puis, le centre de la famille ne gagne qu'à se faire découvrir. Moi, je pense que vous êtes un modèle, puis je suis contente que vous parliez d'une même voix avec nous pour promouvoir nos services. Permettez-moi de vous demander, là, on est confinés, on a un couvre-feu, on a toutes sortes de restrictions. Beaucoup parlent de s'oxygéner, se changer les idées, faire quelque chose de bien. Et je vous prends encore comme modèle. Major, que faites-vous pour vous changer les idées, vous aérer l'esprit et penser à autre chose? Moi, mon passe-temps, ce qui me permet de m'évader, c'est la course à pied. Je suis un gars qui fait un peu moins de gym, que je fais un peu moins de sport d'équipe là, sur mon temps libre. Là. Mais la course à pied, c'est vraiment ça qui me permet de brûler mon énergie, de passer mes frustrations, de m'évader un peu là, lorsque je commence à en avoir trop dans mon assiette. J'ai un chien, un berger allemand qui s'appelle Sam, qui adore courir également. Puis, ça veut dire, Major, que vous pouvez courir après 8 heures. C'est bon, ça. Fait que lorsqu'on passe beaucoup de temps à la maison, là, parce qu'on essaie de protéger la force au maximum, là, le plus de travail que je peux faire à la maison, je le fais. Ça me permet également là, de faire mon passe-temps là, que je préfère, là, qui est la course à pied, avec mon chien Sam. Major Jocelyn Roy, ça a été une rencontre très enrichissante et je pense que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Merci de m'avoir ouvert cet univers-là, de m'avoir permis de vous poser toutes les questions que je voulais. J'ai pas senti aucune barrière de votre part, puis je tiens à vous remercier de ça. Bien, ça me fait plaisir. J'aime parler de mon travail, puis ça me fait plaisir de vous aider. Major Jocelyn Roy, saluez vos troupes pour nous. Un grand merci, Major, et à très bientôt. C'est parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.